Vous pensez que les entreprises vous veulent du mal? Que tout ce qu'elles veulent, c'est vous exploiter au maximum et vous prendre tout votre argent? Ça, c'est bien le public de Blast. Eh bien, figurez-vous que non. Les entreprises veulent votre bonheur. Elles veulent que vous ayez envie de venir au boulot la bouche en cœur, que vous y soyez bien, comme à la maison, dans une grande famille. Et pour ça, elles mettent en œuvre des techniques de pointe afin de s'assurer de votre bien-être. Que ces désirs deviennent vos désirs, dans une grande communion où vous vivrez heureux et créerez beaucoup de richesses. Comme nous allons le découvrir dans cet épisode, l'entreprise veut votre bonheur, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, on va donc parler de management bienveillant. Bienvenue dans Corporate. Comme on l'a vu dans les autres épisodes, au cours de l'histoire, différentes solutions ont été abordées pour tenter de toujours tirer le maximum de la force de travail des ouvriers, en mettant en place des systèmes de mesure et de contrôle, en automatisant la production, en appliquant des méthodes coercitives, etc. Le problème avec tout ça, c'est que nos travailleurs, ils se sentent pas bien dans l'entreprise. Ça génère du stress, du mal-être, des tensions et même des conflits. Et ça, c'est pas bien. Bah ouais, parce que résultat, ils sont pas productifs, ils sont pas impliqués, ils sont pas à fond. Et ça, on s'en est rendu compte très tôt, dès le début de la révolution industrielle, figure-toi. Mais non. Mais si. Le capitalisme exige une main-d'œuvre docile. Maintenir l'équilibre délicat entre un travailleur dont le mécontentement ou le désespoir ne sont pas suffisamment élevés pour qu'il s'arrête de travailler et la réduction au maximum des coûts représente un défi permanent pour le management. Cette volonté d'augmenter la productivité des travailleurs tout en gérant leur mécontentement de la manière la moins coûteuse possible a donné lieu à des innovations en matière de gestion du travail qui reflètent le contexte institutionnel de l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là face à une contradiction. Dans nos usines cluster, ce qu'on veut, c'est pressuriser nos ouvriers afin qu'ils produisent un maximum de biscuits en leur donnant un minimum. Sauf que plus on fait ça, et plus ils sont mal. Malgré leur constitution robuste, il leur arrive d'être fatigués, démotivés, de se barrer, de tomber malades, et voire même de mourir. Ah, quelle tragédie. Bah ouais, parce que tout ça, ça impacte le rendement. C'est le principe marxiste de base de l'incertitude dans l'exploitation de la force de travail. On embauche certes des gens, mais on peut pas être sûr d'à quel point ils seront productifs. Et en plus, ça fluctue en fonction de leur état, de leur âge, de leurs conditions de travail, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Améliorer les conditions de travail? Ou réduire le nombre d'heures? Ou embaucher plus pour diminuer la charge? Ah bah non. Bah non. À la fin du 19e, on va d'abord faire appel à la science du travail, dont l'une des figures de proue est ce bon vieux Taylor. Grâce à elle, on va pouvoir analyser le corps au travail en le prenant en photo sous toutes les coutures, en examinant chaque muscle et en allant jusqu'à prendre des échantillons de sang sur nos ouvriers afin de déterminer précisément où se situent les gaspillages d'énergie. C'est pas un petit peu intrusif? Non, c'est scientifique. C'est même étudié en laboratoire, comme à la prestigieuse Harvard Business School. Of business? Non, juste Business School. Là-bas, ils étudiaient les réactions du corps humain soumis à différents types de travail et de récupération, car dans une économie où l'industrie reposait encore principalement sur l'effort physique, les bénéfices de l'entreprise étaient directement liés à leur capacité à extraire le maximum de valeur du corps des travailleurs. C'est sur cette logique que reposait le modèle du taylorisme, décomposant le travail et disciplinant les ouvriers en leur indiquant quand travailler et quand se reposer. Au fond, on s'en foutait qu'ils aient un esprit sain tant qu'ils avaient un corps sain. Erreur, parce que nos ouvriers, ils sont malheureux, ils sont pas contents, ils sont abrutis et détruits psychologiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'orée des années 1920, on va gentiment mettre de côté les recherches sur la fatigue physique et se pencher sur la psyché des ouvriers. On ne va plus juste considérer leur corps, mais avoir une approche plus globale de l'individu au travail en prenant en compte ses préoccupations personnelles et son bien-être mental. C'est l'avènement de l'étude psychologique du travail. On va se mettre à leur écoute, se pencher sur les raisons de leur mécontentement, leur mal-être vis-à-vis de leurs conditions de travail et les craintes vis-à-vis de leur situation. Et en assemblant toutes ces données, est-ce que tu sais ce qu'on a découvert ? Comment améliorer leurs conditions? Oh là, mais non, malheureux. Mais que les travailleurs qui se plaignent sont névrosés et vont potentiellement développer des troubles mentaux et émotionnels, comme la dépression, ou pire encore, le syndicalisme, voire même le communisme. Et puisque ce sont des troubles, alors on va pouvoir les soigner. Grâce à cette approche thérapeutique, on pourra les faire renouer avec leurs employeurs et leur travail, sans surtout rien changer
à leurs conditions. Parce que ce ne sont pas juste leurs esprits que nous voulons sauver, mais le monde. Car avec leur théorie délirante là, de répartition des richesses, de possession d'outils de travail ou d'augmentation des salaires, c'est la société capitaliste tout entière qu'ils mettent en péril. Mais que dis-je, le déclin de la civilisation occidentale qu'ils risquent d'entraîner. Grâce à une bonne thérapie. Il faut leur faire comprendre que le problème, c'est pas les conditions de travail, sa dangerosité, sa répétitivité, son absence de sens ou je sais pas quoi, non. Le problème, c'est leur ressenti. Que tout ça, c'est un problème psychosomatique et individuel qu'ils vont devoir régler pour rester de bons petits ouvriers. Vous êtes ce qu'on appelle communément une merde. C'est en tout cas la théorie de Maillot. Maillot. Non, mais parce que l'autre fois, on a fait Bernaise. Du coup, c'est quoi le prochain? C'est Harissa Ketchup. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Maillot, c'est pas un psychanalyste isolé qui aurait pris un peu trop de cocaïne. Non, c'est une personnalité influente embauchée à la Harvard Business School et dont les recherches étaient financées par la fondation Rockefeller, dont les plus connus portent le nom d'études Hawthorne, qui devinrent une référence dans le domaine des sciences de gestion. Dans ces études, il conclut que les interactions positives entre salariés et employeurs entraînaient un gain de productivité. Oui, alors, études qui ne tenaient pas compte de certains petits facteurs qui ont peut-être aussi pu jouer sur les résultats, comme par exemple une augmentation de salaire. Bon, plus globalement, sa démarche ignore tout ce qui relève des conditions matérielles. Son objectif était d'améliorer le bien-être mental des employés dans le but d'apaiser les tensions avec les employeurs et d'augmenter leur productivité et par là même les profits. Mais aussi, il pensait vraiment que sa mission, c'était de sauver le capitalisme industriel, la civilisation et la paix mondiale en soignant les gens des névroses qui les poussent à se syndiquer ou à se rebeller contre leur patron, voire pire, à faire grève. C'est taré. Il est évident que les théories générales du socialisme des guildes, de l'anarchisme et autres sont en grande partie des constructions fantasmatiques de névrosés. Pour lui, Sophie Binet, c'est le Joker. Comme l'illustrait bien Dale Carnegie, alors c'est pas le même Carnegie que le grand patron qui a inspiré Picsou, dont on a déjà parlé. Dans son livre « Comment se faire des amis et influencer des gens », sorti en 1937, où il expliquait que le grand secret pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose était de donner envie à l'autre de le faire. Par exemple, en complimentant et faisant des éloges à ses employés. Le management, qui était à l'origine une technique de contrôle des esclaves dans les plantations et s'est développé comme un moyen de diriger les grandes entreprises industrielles, était devenu une compétence sociale et psychologique douce. Comme l'ont montré le succès des méthodes fordistes, des ouvriers heureux et loyaux, ça peut être très rentable pour l'entreprise. Alors, même si, peut-être, ce qui assurait leur bien-être, étrangement, c'était de leur fournir de bons salaires, des maisons, du pouvoir d'achat, bref, des trucs matériels. Tout au long des fameuses 30 glorieuses, c'est sûr que les gens se sentaient plus heureux en ayant véritablement accès au confort matériel que leur vendaient les magazines. Pas incroyable ça? Complètement incroyable. C'est fou, hein? Mais à l'approche des années 70, on commence à avoir un problème. Ce compromis d'après-guerre commence sérieusement à s'effriter. Pour récupérer du taux de profit, il est de moins en moins question de lâcher trop de bonheur matériel aux salariés. Ils ont trop de droits, trop de protection et des syndicats bien trop puissants. Et puis partout, l'édifice tremble. Les mouvements sociaux et de consommateurs s'en prennent directement aux grandes entreprises, les présentant non plus comme un père bienfaisant, mais comme un adversaire mal intentionné. Une nouvelle génération ne se retrouve plus dans ce vieux monde et se met à en rêver d'un nouveau, ne trouvant plus son bonheur dans un pavillon ou un barbecue avec un allume-barbecue et un Rottweiler pour protéger son barbecue. Les gens croient moins aux bienfaits du capitalisme. Le système subit non seulement une crise économique ou politique, mais surtout une crise de sens. Et comme il est hors de question de changer tout le reste, eh bien c'est elle qu'il va falloir résoudre. Au sortir de la guerre, un emploi d'ouvrier qualifié chez Cruster pouvait, au prix d'une dure vie de labeur, assurer à lui seul à un foyer maison, voiture, barbecue, allume-barbecue et Rottweiler. Ça, finito les gars. Yes, enfin. Problème, les gens sont malheureux. Ah merde. La maîtrise de l'état d'esprit des employés devient un enjeu d'autant plus crucial dans une économie qui se tertiarise. Parce que bon, si les ouvriers sur une chaîne, ils font un peu la gueule, c'est moins grave que dans une unité de production où le produit est un service, de l'accueil ou du relationnel. On en revient à notre contradiction de base. Comment maintenir l'engagement, la satisfaction et donc le rendement et la productivité de nos employés tout en réduisant au minimum leur confort matériel?
Rares sont les managers du secteur privé qui sont encore contraints de négocier avec des syndicats, mais la quasi-totalité d'entre eux sont confrontés à un défi bien plus complexe. Gérer des employés régulièrement absents, démotivés ou souffrant de troubles mentaux communs et persistants. La résistance au travail ne se manifeste plus par des protestations organisées ou un refus catégorique, mais par des formes diffuses d'apathie et de problèmes de santé chroniques. Bah oui, parce qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du prolétaire. Bah si, il va bien falloir, parce que c'est ce que nos actionnaires y demandent, donc il faut trouver une solution, mon petit. Ah. Et bah pour ça, il va falloir opérer une véritable révolution au sein de l'entreprise. Et c'est pourquoi, dès les années 70, nous avons mis en place, à la tête de la Cruster Company, un PDG d'un nouveau genre, Youpi Bits. Puisque les vieilles recettes du patriarche ne marchent plus, il va falloir faire place à un nouveau leadership, avec une pensée visionnaire et disruptive, capable d'insuffler un nouvel esprit à un nouveau capitalisme, qui dépoussière la vieille éthique protestante poussiéreuse. Youpi Bits, c'est un ancien beatnik qui a pris du LSD sur les campus californiens, planté des pommes dans des vergers autogérés et fait des voyages spirituels au Népal, où il a appris, grâce au yoga tantrique, à se détacher des possessions matérielles pour atteindre le nirvana corporate. On va pas prendre un hippie, il va vouloir tout partager, en plus d'être peace and love. Mais non, mais t'inquiète, ceux-là, ils crèvent d'overdose dans des squats où ils sont butés par la police. Non, Youpi, il adore le capitalisme et il va même lui redonner un sens. Bosser chez Cruster, c'est pas faire des gâteaux apéro, c'est faire partie d'un gâteau. Elon Musk a dit un jour, créer une entreprise, c'est comme cuisiner un gâteau. Vous devez avoir tous les ingrédients dans les bonnes proportions. Et ces ingrédients, c'est vous. Plein de petites choses inutiles qui traînent au fond d'un placard et qu'on va mixer ensemble pour donner un délicieux cracker. Ainsi, lorsque vous avez la chance de travailler chez Cruster, vous participez à la plus sacrée des missions. Pas seulement nourrir les corps, non, mais nourrir les âmes de toute l'humanité. Mais attends, ça fait pas un peu secte ? Pourquoi pas ? C'est un excellent business model. I love this company. Yes! Alors oui, on sait, vous avez plus trop de confort, les conditions de travail se dégradent, vos enfants peuvent plus se nourrir 3 fois par jour, mais faut se détacher des biens matériels comme ça. Redonner du sens au travail grâce à une spiritualité corporate. Il n'y a pas besoin de contraindre nos salariés, nos collaborateurs, ou de leur donner des contreparties matérielles, si leur désir même va dans le sens de celui de l'entreprise. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Refermez vos angles alpha et ouvrez vos chakras. Selon le philosophe slovène Slavoj Žižek, la pleine conscience, en tant que développement d'un mouvement de conscience sous forme de bouddhisme occidental, s'impose en quelque sorte comme l'idéologie hégémonique du capitalisme global. Son approche méditative s'avérant la manière la plus efficace de participer pleinement à la dynamique capitaliste tout en conservant l'apparence d'une santé mentale. Non mais attends, genre ça marche ça. Alors, ça marche surtout auprès d'une nouvelle classe de managers totalement enrôlés dans cette idéologie de l'entreprise qui infuse tous les bouquins de management et dont le rôle est d'être un intermédiaire entre les employés et les dirigeants, en forçant la conversion des premiers aux intérêts des seconds comme une sorte de syndicaliste inversé. En réalité, tout ça s'inscrit dans une mouvance plus générale. Dans le même temps, se développe toute une idéologie New Age du bonheur individuel. Cette injonction au bonheur est appelée par les sociologues Eva Illouz et Edgar Cabana happycratie. Ce phénomène progresse sous l'impulsion du financement massif de la psychologie positive et du développement personnel, ou self-help, qui devient une industrie lucrative de bouquins, de formation, etc. Et ce mouvement va massivement pénétrer les entreprises à qui il vend des solutions pour améliorer le bonheur de ses employés. Programmes de fitness, de coaching, de positivité, de méditation, Chief Happiness Managers, promenades productives et pauses optimisées, mais aussi, bien évidemment, les inénarrables sessions de team building. C'est nul, l'acrobranche. Oh, ça. Bon, on a tous en tête des vannes sur les activités acrobranche, escape game et cuite avec tes collègues gênants en afterwork sur un rooftop, ou ce truc absolument dystopique. Il n'avait jamais pratiqué le yoga du rire. Ça dégage les chakras. Mais l'envahissement du monde de l'entreprise par ces pratiques en apparence inoffensives pose d'autres problèmes que leur aspect malaisant. Elles contribuent volontairement à brouiller la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle.
tout en plaçant le loisir entre les mains du management. De ce point de vue, ironiquement, elles peuvent être une source de mal-être supplémentaire pour les employés. Ces injonctions au fun s'ajoutent aux autres injonctions au sein de l'entreprise. Entreprise dont, plus généralement, tout le discours de bienveillance et d'amusement crée une dissonance cognitive avec les dynamiques concrètes d'exploitation, de hiérarchie, ainsi que les phénomènes de toxicité, de harcèlement, de sexisme ou de racisme. Viens me dire qu'on est une grande famille si tu m'autorises pas à partir 15 minutes plus tôt du boulot pour aller voir le spectacle de fin d'année de mon gosse. Le team building n'est en rien un pas de côté. Il ne fait que reproduire la scène sociale constituée par l'organisation, mais avec des modalités différentes. L'injonction à l'amusement ne fait que rendre les salariés suspicieux et les pousse à une conformité de façade. Par ailleurs, l'amusement cache la réalité des conditions de travail. Penser résoudre le mal-être ambiant vécu au quotidien par une activité ludique laisse à penser que l'amusement pourrait être un préalable à l'amélioration des conditions de travail, alors qu'il doit n'en être qu'une éventuelle conséquence. En d'autres termes, on ne résoudra pas les problèmes concret que pose le travail réel en transformant l'entreprise en bac à sable. Le management bienveillant et tous ses dérivés à base de management authentique, de leadership éthique, transformationnel, compassionnel, régénératif ou même serviteur passent ainsi pour ce qu'il est du bullshit. Bah attends, on va pas être contre le management bienveillant non plus. Tu préférerais quoi, genre un management tyrannique? Ah bah non. Ah bah tu me rassures. Non mais c'est pas rentable sinon. Ah oui. Parce que vous croyez que la mode du management bienveillant a été adoptée par les entreprises à la suite d'un examen de conscience? Que les burn-out, les démissions, les arrêts maladie, l'absentéisme, la démotivation, le turnover permanent et les gens qui quittent la boîte façon France Télécom, c'est pas un coût pour l'entreprise qui pénalise la chaîne de production? Même en admettant que certains de ces promoteurs tiennent sincèrement au bien-être des travailleurs, vous croyez pas qu'ils y auraient réfléchi à 2 fois si ça avait représenté un coût et aucun avantage à présenter au bilan trimestriel? Non. C'est une solution managériale pour gérer des problèmes de ressources humaines. Et si, en plus, ça aide à se regarder dans un miroir, c'est tout bénef. Cet aspect intéressé et hypocrite transpire de leurs défenseurs eux-mêmes, qui présentent un outil au service de l'entreprise, qui met l'humain au cœur de sa réussite, un accélérateur et un levier de performance pour maximiser la performance de leurs collaborateurs. Mais attention, parce que cette bienveillance doit provenir d'une démarche sincère. Et pour ça, bien sûr, il vous suffit de suivre le manuel, étape par étape. Pour être perçu comme juste, à l'échelle d'un couple, il faut faire 5 compliments pour un reproche, et dans le domaine du travail, 3 compliments pour un reproche. Alors, puisque les études prouvent que c'est le meilleur pour la boîte, vous allez évangéliser ce nouvel esprit au sein des forces vives. Et si un employé est réfractaire à votre bienveillance, il va falloir montrer à ce traître qu'il est démasqué et lui rappeler que ce n'est dans l'intérêt de personne, ni le sien, ni celui du groupe, de biaiser le mode de fonctionnement de l'équipe. À moins qu'il préfère qu'on revienne à un autre style de management. Non mais alors, je sais qu'ici on fait des blagues, mais mollo sur la caricature quand même. Alors, ce que je viens de dire vient mot pour mot d'un article de conseil pour cadres qui voudrait devenir un manager bienveillant, avec citation de grands experts du domaine. I'm sorry. Please don't respond to any specific fact. That's 10 points off. Please don't speak further, or all remaining points will be deducted and the wellness session will end. Ironiquement, en cherchant des solutions pour la réduire, ces logiques ne font que révéler l'aspect indépassable de la contradiction entre les intérêts des salariés et celles des entreprises qui veulent en tirer la plus grande plus-value possible. Le livre « Le management bienveillant », écrit à 4 mains par un médecin et un DRH, débute par le terrible constat que 62% des gens considèrent que le travail est une contrainte et au mieux une sécurité. Oh, j'en tombe de ma chaise. Oh, moi aussi, je découvre le principe du salariat. Il faut donc faire quelque chose, puisque quand le niveau de stress augmente et la motivation baisse, il y a un risque que le salarié se rebelle. Heureusement, à ce diagnostic, le management bienveillant apporte le remède. Il faut que l'exploitation arrête d'être méchante et devienne gentille. L'enjeu n'est pas seulement d'apaiser les rapports de subordination et conflictuels au sein des entreprises. Cette idéologie permet plus globalement de ramener l'enjeu du bonheur à un niveau individuel, en le détachant de ses dimensions collectives et des conditions matérielles. Et ça pour nous, mais c'est du pain béni, vu qu'on comptait pas les améliorer, bien au contraire. La solution à vos problèmes ne se trouve pas dans des changements extérieurs de votre environnement social, politique ou de travail, mais au contraire en votre fort intérieur. Cela devient de votre responsabilité et on va vous vendre des trucs pour que vous y parveniez. C'est vous, et vous seul,
qui trouverait la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Si vous trouvez pas de travail, traversez la rue. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, c'est que vous n'avez pas dû bien suivre le manuel. Et si vous trouvez pas de sens dans votre travail, eh ben cherchez mieux. C'est de votre faute, quoi. Le mal-être est présenté comme un choix personnel, la démotivation et le malheur comme la responsabilité du salarié qui ne parvient pas à s'entreprendre. Le problème, c'est le travailleur, pas l'organisation. Because every single employee understands that they are part of a whole. Thus, if an employee has a problem, the company has a problem. Non mais tu sais, je sais ce qu'il leur faut aux salariés chez Cruster pour éviter qu'ils réclament des augmentations de salaire ou des syndicats ou de pisser quand ils veulent ou ce genre de délire là de névrosé. On va leur mettre des petites cabines comme ça, bien high-tech, au milieu de l'usine. Ça prendra moins de place qu'une salle de pause, vraiment, mais pas plus grand qu'un cercueil. Et dedans, on va mettre une petite musique relaxante ou des sons de baleines, des trucs comme ça, et on leur passe des vidéos avec des affirmations positives, tu vois, sur des fonds calmes qui invitent à la méditation. Non mais arrête, il y a des limites entre des idées de merde et des mauvais scénarios de Black Mirror. With Amazon, I wanted to provide a place that's quiet that people could go and focus on their mental and emotional well-being. The Zen booth is an interactive kiosk where you can navigate through a library of mental health and mindful practices to recharge that internal battery. Amazon, ils ont tout compris. C'est ça le futur. Se tuer à la tâche sous la surveillance de robots, sans aucun droit, même pas de pisser sans autorisation, entouré de cartons qui sourient. L'impact des modes d'évaluation sur l'organisation du travail et la course aux résultats qui en découlent ont été démontrés depuis longtemps. Dans ce contexte, il n'y a guère de place a priori pour la compassion, et très souvent les individus sont pris par cette pression aux résultats et ce management par objectif qui réduisent la possibilité d'une attention à l'autre, condition première de la compassion. Tout ça se fonde sur l'idée miraculeuse qu'on pourrait ignorer les conditions matérielles qui vont continuer à se dégrader. Et qu'un manager quasi héroïque, aux capacités humaines surdéveloppées, à l'écoute infinie, à la compassion illimitée, disposant d'une parfaite boussole morale, sera capable de remotiver, voire même d'inspirer des ouvriers à bout de souffle. Alors que dans la réalité, on se retrouve surtout avec des happiness managers en burn-out. I let everybody down. Everybody hates me. Si les entreprises aiment à penser que leurs employés se lèvent le matin en sifflant, heureux et fiers d'aller au travail pour produire de la richesse, dans la grande majorité des cas, la vérité, c'est qu'ils le font pour toucher un salaire et subvenir à leurs besoins. Les lettres de motivation sont un parfait exemple de cette hypocrisie entretenue. Si pour espérer décrocher un job, il faut vanter les mérites et tout notre intérêt pour cette incroyable entreprise, la vérité, c'est surtout qu'on a envie de pouvoir continuer à manger. D'où la désignation de travail alimentaire. Tenez, voilà une idée qui devrait révolutionner le team building. Et si, au lieu que ce soit un manager qui décide pour tout le monde des activités super fun, plus ou moins chères, comme il faisait dans le BDE de son école de commerce, on disait qu'on convient d'un pourcentage de la richesse produite dans l'entreprise qui est réservé aux loisirs de celles et ceux qui l'ont produite et dont l'utilisation est décidée, attention, démocratiquement par ces derniers. Attends, donc toi en fait tu veux collectiviser le team building? Ah ouais, je sais. C'est hyper radical, ça s'appelait un comité d'entreprise. C'est mine de rien une grande conquête du mouvement ouvrier, d'abord sous le Front populaire, puis à la Libération, qui a permis à des générations entières de partir en vacances, en colo, d'accéder collectivement à la culture, aux loisirs, etc. Bah oui, si vous voulez que les travailleurs voient l'entreprise comme la leur, en fait, il faudrait déjà que ça le soit. C'est tout de suite plus motivant si on a son mot à dire sur sa gestion et son organisation, si on peut en tirer tant une fierté que le fruit de son labeur, si on détient concrètement et collectivement les moyens de production. Mais tant que cette option ne sera pas sur la table, cette contradiction restera indépassable et aucun bullshit New Age ne pourra changer la réalité matérielle. Alors, en attendant, la boîte, elle n'est pas à eux ou à leurs darons, il est donc normal que les gens considèrent qu'ils vendent leur force de travail contre rétribution. Que leur bonheur dépende des garanties, des droits, des salaires décents et des meilleures conditions de travail possibles, et qu'ils s'organisent pour les défendre. Parce que finalement, est-ce que la réponse logique au management bienveillant, ça serait pas un syndicalisme malveillant ?
On est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe, on séquestre en groupe, on fait grève en groupe. On espère que vous avez trouvé votre bonheur en regardant ce programme. Et pour continuer d'améliorer nos conditions de travail, vous pouvez soutenir Blast financièrement. Voire même devenir sociétaire en suivant les liens dans la description. Quoi, le prochain, c'est Harissa Ketchup. Il faut bien se rendre compte que Mayo... J'ai même pas lu le texte. Ah, bah après tu sais que quand tu t'avances, tu risques de te couper la tête. Ah oui, c'est vrai. Ah Mais non, n'avance pas. C'est fini. Allez, c'est fini. Allô, la NASA?